Bien, bonjour à tous, chers insiders, you know what I'm saying. Bienvenue sur Sterling Price, votre chaîne spécialisée dans la formation et le suivi des traders et investisseurs rentables. Donc aujourd'hui, on va commencer le deuxième module de votre pack Insiders. Ce deuxième module va concerner donc l'analyse fondamentale. On va voir de quoi est-ce que ça relève. Et alors, restez bien concentré, restez bien attentif parce que c'est quand même énorme également comme module. Donc l'introduction, l'analyse fondamentale consiste donc à récolter des informations pour tirer profit de celles-ci avant qu'elles ne soient connues du grand public. Donc ces informations vont donner une indication sur la direction qui suivra les marchés. Elles sont donc soumises à l'appréciation des intervenants. À notre niveau, nous ne pouvons avoir accès à ces informations que lorsqu'elles seront officiellement publiées. Donc les initiés ont cet avantage-là d'avoir accès aux informations avant que cela nous arrive. Donc eux, ils préparent déjà leur stratégie par rapport aux informations qu'ils ont bien avant que nous les ayons. Donc notre objectif à nous est de surveiller les graphiques et de comprendre la trame des fonds, c'est-à-dire ce qu'ils se préparent, comment déceler les intentions des initiés. Donc ça sera ça notre objectif par rapport à l'analyse fondamentale. Donc les avantages de cette analyse, c'est que il faut soit être les premiers à avoir l'info pour vraiment tirer profit. Et alors, quand on a cette info, on peut avoir un meilleur positionnement par rapport au marché, par rapport à ce qui va se produire sur les marchés. Et vous allez pouvoir profiter pleinement du mouvement. Donc ça, c'est dans les cas où vous avez l'info avant tout le monde. Les inconvénients, c'est ce qu'on appelle les délits d'initié. Les délits d'initié, c'est quoi? C'est le fait justement d'avoir une information et tirer profit de l'information avant que ça ne soit connu du grand public. Et c'est donc un délit, c'est quelque chose qui est réprimandé par la loi, par les autorités de régulation. L'autre inconvénient, c'est qu'on peut avoir une info, s'attendre à ce que les marchés réagissent d'une manière, mais au final, lors de la publication de l'information, les marchés vont réagir d'une autre manière. Donc c'est aussi quelque chose pas très accommodant parce que si vous vous préparez à ce que les marchés par exemple grimpent après la publication de l'info que vous avez, si au moment de la publication l'info fait réagir les intervenants d'une autre manière, ça veut dire qu'ils font baisser les marchés, ben vous vous retrouvez dans une position qui est perdante. Et ça peut s'avérer dramatique. Et l'autre inconvénient, c'est que c'est impossible de suivre toutes les informations. Il y a tellement de publications, tellement d'informations que c'est impossible de tous les parcourir pour vraiment tirer avantage de ces informations-là. Donc chapitre 1, les différentes données économiques. On va voir les données économiques qui vont vraiment intéresser les marchés des actions, les marchés des indices et les marchés du forex, donc les devises et les commodities. Je vais prendre les stylets. Au niveau des marchés actions, on va vraiment s'intéresser aux IPO, aux résultats, aux publications concernant les rachats, aux publications concernant les carnets de commandes des sociétés, à la politique interne de la société. On va faire attention aux changements, par exemple les changements d'une direction. On va faire attention aux publications liées à un nouveau produit innovant et bien évidemment à la recherche et au développement. Par rapport au marché des indices, donc les indices boursiers, on va faire attention au climat des affaires, à la prévision des croissances, à l'évolution du secteur, à la politique économique, au chômage,
à la production manufacturière, au PIB, donc produit intérieur brut, et aux offres d'emploi. En ce qui concerne les marchés du Forex et les commodities, là vraiment on va s'intéresser beaucoup plus au taux d'intérêt des banques centrales, à la politique monétaire des banques centrales également, et également au PIB, donc produit intérieur brut, au chômage, au IPC, donc indice des prix à la consommation, au IPP, donc indice des prix à la production. On va s'intéresser sur les données liées aux inflations, à l'inflation, et on va s'intéresser aux données liées aux balances commerciales. Donc, par rapport au marché des actions, les nouvelles liées au marché des actions, c'est quoi un IPO? Donc, c'est l'offre publique d'achat. C'est l'offre initiale. C'est lorsque une entreprise veut faire une introduction en bourse. C'est une société qui existe, qui n'est pas cotée en bourse. Elle veut être cotée en bourse et alors elle va faire ce qu'on appelle une offre publique d'achat. Ça veut dire qu'ils vont aller récolter les fonds nécessaires pour aller alimenter leur production. Les résultats, c'est quoi? Donc, on va s'intéresser aux résultats pour voir si la société dans laquelle on veut investir dégage des bénéfices. Donc, les grandes sociétés vont publier leurs résultats trimestriellement. Ça nous informe sur le potentiel des dividendes à verser en fin d'année. Donc, c'est vraiment quelque chose de capital si vous voulez trader ou investir dans les marchés des actions. Vous devez vraiment vous intéresser aux résultats, voir si la société dans laquelle vous voulez investir ou vous voulez trader a cette capacité justement à générer des bénéfices. Les rachats, c'est tout simplement quand une entreprise est en difficulté et elle s'est fait racheter par une autre société. Il arrive qu'une société soit rachetée ou qu'elle fusionne avec une autre. Donc ces genres de nouvelles, c'est des nouvelles qui font réagir les intervenants sur le marché parce que ça peut être un bon signe. Si vous avez une société qui a plutôt une situation stable, par exemple, et qu'elle se fait racheter par une société qui est dans le même secteur d'activité qu'elle, mais dans le but justement de développer l'activité, ça peut être bénéfique pour les deux sociétés. Je vous donne un exemple. Quand Facebook a racheté WhatsApp, a racheté Instagram, a racheté un peu tous les réseaux sociaux, il y a eu une très bonne réaction sur les marchés par rapport à ça et l'action Facebook avait grimpé tout simplement. Donc les carnets de commandes, là c'est plus spécifique aux commandes qui sont passées auprès d'une société, auprès d'une entreprise. Si vous voulez investir dans une société, vous avez intérêt à vous assurer que cette société a un carnet de commandes bien garni. Pourquoi? Parce que ça vous assure la continuation de l'activité de la société. Donc les carnets de commandes sont surveillés de près pour les grosses enseignes industrielles. Ça permet de voir si l'industrie tourne à plein régime ou non. La politique interne de la société, ça concerne vraiment la vision à long terme de la société. Est-ce qu'elle va étendre ses activités, augmenter sa production ou réduire ses coûts? Autant d'éléments à surveiller. Donc ça c'est vraiment la ligne directrice, on va dire, de la direction de la société. Les changements, c'est vraiment les changements liés à l'organisation de la société. Par exemple, vous avez une nouvelle direction à la tête de la société. C'est ce qui est arrivé par rapport à Apple quand Steve Jobs a été viré dans un premier temps, a été remplacé, mais aussi quand il est revenu et malheureusement après sa mort. Donc il y a eu comme ça des changements au niveau de la direction et ces genres d'événements font vraiment bouger les marchés.
Les nouveaux produits, est-ce que la société va-t-elle mettre en vente un nouveau produit? Vous savez qu'il y a comme ça des événements. Je reprends à nouveau l'exemple des Apple parce que c'est vraiment au niveau de la communication, ils sont très excellents. Donc, vous savez que chaque nouvelle liée à un nouveau produit, c'est toujours un événement. Ils font vraiment des choses très bien. Ils font des conférences où ils vont justement présenter leurs nouveaux produits et mettre en avant l'innovation que va apporter ces nouveaux produits, notamment lors des lancements des iPhones. Vous savez que c'est toujours un événement. Il y a toujours beaucoup de médiatisation autour de cet événement-là. Donc c'est quelque chose de capital d'avoir comme ça des sociétés qui ont cet art de la communication et qui mettent en avant leurs nouveaux produits. Ça génère pas mal de mouvements sur le marché. Les recherches et développement, donc ça ce sont vraiment les innovations techniques. Là on parle des brevets, on parle de la haute technologie par exemple, dans ces secteurs-là. Vous devez vous questionner, est-ce que la société est-elle à la pointe? Vous savez, hein, vous avez beaucoup de concurrence, surtout dans les secteurs de la technologie. Vous avez énormément de concurrence et il faut être toujours à la page, ne pas se laisser dépasser par la concurrence. Donc ces genres de choses, ces genres de publications liées aux recherches et au développement, c'est quelque chose de capital. Si vous savez que la société, par exemple, au niveau des recherches et développement, est en train de mettre en place un nouveau procédé scientifique ou un nouveau procédé technologique, ben ça peut être intéressant par rapport au mouvement que ces recherches vont donner et par rapport au marché, à la réaction des intervenants sur le marché, sur justement cette innovation. Alors maintenant, les nouvelles liées aux indices. Donc la première nouvelle, c'est le climat des affaires. C'est l'avis des experts et entrepreneurs avertis d'un pays ou d'une zone économique. Ils vont donner leur avis sur l'avenir économique. Vous avez comme ça des personnes qui sont très bien placées, qui ont une réputation, qui ont une très bonne lecture du marché économique. Donc ils vont faire des études, ils vont faire des analyses et ils vont donner leur avis par rapport à l'avenir économique soit du pays, soit de la zone économique. Les prévisions de croissance, ça comme le nom l'indique, ce sont des données essentiellement publiées par les grosses institutions telles que les banques centrales. Elles font donc une estimation sur la croissance ou les ralentissements de l'économie. Donc ils vont faire leurs prévisions, ils vont analyser et ils vont vous dire que soit cette année, on va prévoir une croissance de 2% par rapport à l'année précédente, soit au contraire, il y a un ralentissement de l'économie et on risque de perdre 1 ou 2% de croissance économique durant la période qui va arriver. Alors l'évolution des secteurs pour les pays hyper industrialisés, par exemple l'Allemagne, on va s'intéresser à son secteur industriel plutôt que son secteur du service, contrairement à l'Angleterre par exemple. Vous avez des pays comme ça qui sont spécialisés dans un domaine bien précis. En Allemagne, vous savez que c'est vraiment beaucoup plus industriel, beaucoup plus manufacturier que par exemple l'Angleterre, où là c'est au contraire le secteur du service qui est vraiment une grosse machine par rapport à l'économie. Donc en Allemagne, on va s'intéresser à l'évolution du secteur industriel. En Angleterre, on va s'intéresser au secteur du service. Si c'est aux États-Unis,
ça sera un peu de deux parce que les Américains sont très très industrialisés, mais également très très portés sur le secteur service. Donc il faut savoir dans quelle spécialité se trouvent les pays dans lesquels vous voulez investir ou les pays dans lesquels vous avez des intérêts. La politique économique, donc la politique peut être soit une politique de relance dans les cas d'une crise pour stimuler justement l'économie, ou plutôt contraignante pour éviter un surchauffe et ne pas tomber dans la surproduction. Soit vous avez une situation où l'économie ne se porte pas bien, alors là on va prendre des mesures politiques, économiques, pour justement relancer la machine économique. Ou alors vous avez une situation où l'économie se portait très bien. Et justement, pour éviter qu'on rentre dans une phase de surchauffe, de surproduction, on va limiter les mesures par rapport à l'économie. Donc, après, on a les chômages. Les chômages est un excellent indicateur sur la dynamique de l'économie. Au plus le chômage est bas, au moins il y a des risques liés à l'investissement dans un pays. Si vous voulez investir dans un pays et que vous avez un taux de chômage qui avoisine les 40% ou les 50%, dites-vous que vous prenez beaucoup trop de risques. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, donc dans les modules précédents, on parlait de la cotation des pays par rapport au AAA. Est-ce que les pays est un bon payeur? Les données liées au chômage sont un très bon indicateur justement pour vous donner une idée si vous voulez investir dans un pays dans un moment donné. Donc, vous surveillez le niveau du chômage. La production manufacturière. Donc, ces données nous donnent une indication sur la capacité de production d'un pays ou d'une zone économique et également sur son autosuffisance. Donc, le but c'est de commercer avec les autres pays, mais avant de commercer avec les autres pays, les pays doivent être en autosuffisance. Ça veut dire que les pays doivent être capables de produire au minimum ce que lui-même va consommer. Donc, les pays vont la question que vous posez si vous voulez investir dans un pays, c'est également ça. Quelle est la production manufacturière? Est-ce que le pays est en autosuffisance ou est-ce que les pays importent beaucoup plus de biens qu'ils ne produisent et qu'ils n'exportent? Donc vous avez les importations, c'est quoi? Donc c'est le fait d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne sait pas produire nous-mêmes. Et les exportations, c'est l'inverse. C'est donc le fait d'aller vendre ailleurs ce qu'on a produit en plus par rapport à notre propre consommation. Donc le PIB c'est quoi? C'est l'ensemble des richesses créées au cours d'une période donnée par un pays ou une zone économique. Vous avez l'exemple, on vous dit souvent, enfin aux infos, dans la presse, les médias, vous lisez souvent oui, la France a un PIB de 2% cette année. Ça veut dire qu'au cours de l'année actuelle, on a produit 2% de plus que l'année dernière. Ça veut donc dire que là, on est dans une dynamique positive, on est dans une dynamique de croissance. Et c'est plutôt bon signe quand vous avez comme ça les PIB positifs dans un pays dans lequel vous voulez investir ou dans une zone économique dans laquelle vous voulez investir. Les offres d'emploi. Donc ces données nous donnent une indication sur une relance potentiellement durable. Au plus les offres affluent, au plus l'économie est saine. C'est exactement ce que je disais par rapport au chômage. Donc ici, si vous avez un pays où on est en demande d'emploi, on recherche donc la main d'œuvre, ça veut donc dire que les carnets d'ordre sont bien remplis, il y a des commandes qui sont faites auprès du pays ou auprès de la zone économique. Et justement pour répondre à cette demande, on va faire des offres d'emploi pour justement avoir la main d'œuvre nécessaire, la main d'œuvre suffisante pour relancer la machine économique.
Donc c'est quelque chose de très important. Si c'est positif, ben, c'est que il y a une bonne dynamique et que derrière, il y a l'activité qui suit. Donc maintenant, les données liées au Forex et aux commodities. On a donc les taux d'intérêt. C'est les taux d'intérêt des banques centrales. C'est vraiment l'un des chiffres les plus importants à surveiller. Les taux d'intérêt nous donnent donc une indication sur la politique monétaire des banques centrales. Si les banques centrales commencent à monter leurs taux d'intérêt, ça veut justement dire qu'ils veulent limiter justement la masse monétaire, on va dire, en circulation. Et donc à ce moment-là, ça va être intéressant pour les particuliers, plutôt que de garder leur argent sur des actions, plutôt que de mettre leur argent sur des actions ou quoi. Ils vont être incités à plutôt investir dans des prêts auprès des banques. Donc ils vont épargner, ils vont investir mais dans le sens épargne, pour justement récupérer les intérêts qui sont très hauts. Donc si vous avez des taux d'intérêt élevés, les gens auront tendance à épargner. Et si vous avez des taux d'intérêt faibles, les gens auront tendance à justement consommer, parce que justement ils vont profiter du fait que les taux d'intérêt sont faibles pour investir, soit dans l'immobilier, soit dans les actions. Parce que l'épargne ne rapporte pas plus que les risques que l'on va prendre pour investir dans l'immobilier ou investir dans les actions. Par rapport aux politiques monétaires, elle va dépendre de la situation d'un pays ou d'une zone économique. Elle est soit accommodante, c'est ce qu'on appelle une politique monétaire dovish. Accommodante, donc, ça veut dire que c'est une politique monétaire qui sera mise en place par les banques centrales pour accompagner la croissance économique. Ou contraignante, ça veut dire hawkish. Alors là, c'est l'inverse. Les banques centrales vont mettre en place une politique monétaire plutôt drastique, où ils vont justement essayer de limiter la masse monétaire en circulation pour inciter les gens à épargner plutôt que d'investir. Parce qu'à ce moment-là, on veut éviter une situation de surchauffe, comme je vous l'ai dit un peu plus haut. Donc le PIB, c'est quoi? À nouveau, c'est l'ensemble des richesses créées au cours d'une période donnée par rapport à un pays ou une zone économique. Les chômages, à nouveau, l'importance du chômage. On retrouve aussi l'importance du chômage par rapport aux données liées au marché du Forex et aux commodities. Autre donnée liée au marché du Forex et aux commodities, les indices des prix à la consommation. Ça nous donne une idée sur la consommation des ménages. Si vous voulez investir dans un pays, si les ménages, donc les personnes lambda comme nous, et les sociétés ont cette propension à consommer plutôt qu'à épargner, ça peut être intéressant, parce que ça veut dire qu'ils sont dans une bonne dynamique. Donc on produit, mais non seulement on produit, mais en plus de ça on consomme. Donc c'est un excellent indicateur pour investir dans un pays ou dans une zone économique. Les IPP, donc les indices des prix à la production, nous donnent une indication sur la santé du marché intérieur du pays ou de la zone économique. Donc les indices des prix à la production, ça veut dire que si vous avez les prix de production qui sont en train d'augmenter, ça veut justement dire que la demande est importante.
Donc les producteurs se sentent en confiance par rapport à la demande. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire grimper les prix parce que justement, il y a de plus en plus de demandes. Donc ça vous donne une indication très précise également de la santé économique et du marché intérieur d'un pays ou d'une zone économique. L'inflation. Donc là, l'inflation, c'est vraiment la combinaison des indices des prix à la consommation et les indices des prix à la production. Ça nous renseigne sur une hausse ou une diminution des prix de manière générale dans un pays ou une zone économique. Donc ça veut dire que si vous avez les prix qui augmentent de manière générale dans un pays ou dans une zone économique, ça donne une idée sur l'inflation du pays. Donc vous avez comme ça une augmentation de la demande, l'offre n'arrive pas à suivre, les prix augmentent de manière générale, ça vous donne une indication, ça peut être positif et ça peut être négatif. Un peu d'inflation ça va, beaucoup trop d'inflation ce n'est pas bon parce que ça veut dire que les ménages perdent ce qu'on appelle les pouvoirs d'achat. Ça veut dire que la valeur de l'argent est en train de diminuer par rapport aux produits qui sont proposés sur les marchés. Donc, c'est des notions que vous avez certainement déjà entendues à la télé. Donc, la perte du pouvoir d'achat, la perte de la valeur de la monnaie, l'inflation. Il faut faire très attention à ça. C'est des données vraiment à surveiller. Si vous voulez investir dans un pays ou dans une zone économique, faites attention à ça. Et enfin, la balance commerciale. La balance commerciale, c'est la différence entre les importations et les exportations d'un pays ou d'une zone économique. On a vu ça tout à l'heure quand on a parlé du PIB. Donc, soit on va produire et on va consommer ce qu'on a produit, on est en autosuffisance et les restes de la production va être vendu, revendu à l'étranger, ou alors on est en insuffisance et on va aller chercher ailleurs ce qu'on n'arrive pas à produire chez nous. Et donc, à la fin de l'année, on va faire la balance, entre guillemets, sur ce qu'on a produit et vendu à l'étranger ou sur ce qu'on n'a pas produit chez nous mais qu'on a fait venir de l'étranger pour consommer. Donc la différence, elle sera soit positive, ça c'est dans les cas où on a exporté plus qu'on a importé, ça veut dire qu'on a des réserves des devises qui sont en augmentation parce qu'on est en train de vendre à l'étranger, c'est bon signe. Ou alors on a une balance négative, ça veut dire qu'on a importé beaucoup plus qu'on a vendu à l'étranger. Alors là, ça peut être un peu critique parce que ça prouve bien qu'on est en insuffisance de production et que la machine interne, la machine économique interne de la zone ou du pays dans lequel vous voulez investir est en ralentissement. Donc ça vous donne vraiment des indications, ces données vous donnent vraiment des indications sur les choix que vous pouvez faire entre investir dans un pays ou une zone économique donnée plutôt que dans un pays ou une zone économique donnée. Alors, chapitre 2, les annonces et les tendances. Donc, ces données sont la base de l'analyse fondamentale. Vous devez assimiler ces notions. Pour les utiliser au mieux, il convient donc de comprendre les conditions de base de la société, du pays et de la zone économique, mais aussi tenir compte des conditions de base que vous avez sur votre graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toutes ces données qui sont publiées, vous avez entre guillemets la température de l'état économique, soit de la société dans laquelle vous voulez investir, soit du pays dans lequel vous voulez investir, soit de la zone économique qui vous intéresse. Et à travers cela, il convient donc de prendre ces conditions de base et de les confronter avec ce que vous voyez sur les graphiques.
si vous avez des nouvelles liées à une société qui vous semblent positives, et quand vous prenez les graphiques, vous comparez cette condition de base fondamentale par rapport aux graphiques, et vous voyez que par exemple sur les graphiques, il y a une hausse qui est prononcée par rapport à l'action de la société. Je prends l'exemple. Donc ça vous donne vraiment une lecture normale, on va dire, parce que vous avez des données positives sur le plan fondamental, et vous, sur le plan graphique, vous voyez que l'action est en train de monter. Donc ça concorde. Donc les fondamentales et les graphiques et l'analytique, on va dire, sont en adéquation. Donc ça vous donne vraiment une bonne vision sur les marchés, et ça vous conforte dans le fait que les marchés est vraiment en train de monter. Et alors, si votre graphique montre une tendance haussière, nous allons y revenir sur la notion de tendance haussière, et que malgré une annonce négative, les marchés continuent à grimper, ça veut tout simplement dire que les opérateurs n'ont pas trouvé l'information pertinente. Si au contraire votre graphique montre une tendance haussière et qu'il y a une annonce positive qui est faite, si la tendance se poursuit et que les acheteurs sont toujours au contrôle de la tendance, ça veut dire que la tendance elle est saine. Donc vous avez une tendance qui est à la hausse sur les graphiques, vous avez des données et des conditions de base qui sont positives, ça concorde, ça vous conforte sur votre analyse. Si votre graphique montre une tendance haussière et qu'à la publication d'une annonce négative, la tendance se renverse, ça donne une indication sur la faiblesse des acheteurs. Donc les vendeurs prennent la main. Donc c'est ce que je disais. Ici, dans ces cas-ci, vous avez des annonces négatives alors que les marchés étaient en train de monter, et lorsqu'il y a eu cette annonce négative qui est venue, qui a été publiée, les marchés se retournent, les marchés se renversent. Ça veut dire que l'annonce négative a vraiment de l'importance sur la psychologie qui dominait les marchés auparavant. On est passé d'un état où on était positif sur les marchés, sur les graphiques, à un état où il y a une panique, où les gens veulent se débarrasser justement de l'action et veulent sortir au plus vite de leur position, parce que l'annonce négative a beaucoup plus d'ascendance sur la psychologie qui domine les marchés. Si votre graphique montre une tendance baissière et que malgré une publication positive, la tendance baissière se poursuit, ça donne une indication sur la force des baissiers. Ici, c'est l'inverse. Si vous avez les graphiques qui étaient déjà dans une tendance baissière et que ensuite vous avez une publication qui reste positive mais que la tendance continue quand même à baisser, ça vous donne vraiment une indication sur l'état psychologique du marché. Ça veut vraiment dire que malgré l'annonce positive, les acheteurs continuent, les vendeurs continuent à vendre l'actif et veulent quand même se débarrasser de l'action ou du titre. Ça vous donne une bonne indication sur la psychologie qui domine les marchés. Les marchés aura toujours raison. Si même malgré une publication positive, les marchés continuent à baisser, c'est qu'il y a une raison beaucoup plus prononcée derrière justement cette tendance baissière. Si votre graphique montre une tendance baissière et qu'une annonce négative apparaît si la tendance se poursuit, c'est que les vendeurs ont la main forte. L'annonce va les conforter. Donc ici, on était déjà dans une tendance baissière, et en plus, on a une annonce qui est négative. Donc ça va conforter les vendeurs dans leur analyse, et ils vont continuer à vendre. Si votre graphique montre une tendance baissière et qu'une nouvelle positive apparaît, si les marchés réparent à la hausse, cela indique donc une faiblesse des vendeurs et les acheteurs ont repris le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà une tendance
qui était baissière avant une annonce économique. Et après l'annonce qui est positive, les marchés repartent à la hausse. Ça vous donne vraiment une indication sur l'état psychologique du marché. Ça veut dire qu'on était dans un état psychologique plutôt négatif par rapport à l'actif. Mais la publication est venue nous prouver le contraire. Et alors là, c'est la ruée. Tout le monde veut acheter l'actif, tout le monde veut acheter l'action parce que justement, il y a des belles perspectives par rapport à la publication qui vient d'être faite. Donc, n'hésitez pas à revoir ces notions par rapport aux annonces et aux tendances parce que c'est quelque chose de fondamental. Donc, une fois que vous avez maîtrisé ça, vous n'allez plus vous laisser surprendre lorsque vous allez avoir une publication sur le marché. Vous allez automatiquement faire les liens entre la publication qui est faite et votre observation graphique. Si vous êtes en adéquation, tant mieux. Ça veut donc dire que vous aviez raison sur la tendance, sur votre analyse. Donc ça va vous conforter dans votre analyse, dans votre décision. Et si au contraire vous avez un décalage par rapport à l'annonce et par rapport à votre graphique, c'est qu'il y a une raison que l'on ignore, peut-être une info qu'on n'a pas encore reçue. Et alors là, vous devez vraiment suivre l'émotion qui domine les marchés au moment de la publication de l'annonce. Si vous avez une tendance qui était haussière et qu'après l'annonce, la tendance se renverse, donc vous avez un décalage par rapport à l'annonce et par rapport à votre graphique, il vaut mieux pour vous soit de ne pas intervenir, soit de suivre tout simplement ce que les marchés vous donnent comme information sur votre graphique. Donc entre les publications et l'analyse graphique, il vaut mieux toujours privilégier donc l'analyse graphique parce que c'est vraiment l'action des initiés qui nous intéresse. La publication en elle-même, l'information en elle-même ne vaut rien par rapport à la réaction des initiés, par rapport à la réaction du marché. Donc donnez toujours plus d'importance à la réaction du marché plutôt qu'à la publication de l'information en elle-même. Chapitre 3, justement, la réaction des intervenants. Donc ces données ont toute leur importance dans la mesure où elles nous donnent d'excellents indicateurs sur la santé économique d'une société, d'un pays ou d'une zone économique. La lecture à faire pour bien les comprendre, c'est de faire la comparaison, donc justement c'est ce que je vous expliquais, entre l'annonce prévue et l'annonce réelle. Les anticipations des statistiques et les attentes des opérateurs est ce qui fait bouger les marchés. Ce n'est pas les chiffres en lui-même ou l'information en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant la publication de l'information, vous avez ce qu'on appelle des prévisions. Donc les intervenants vont déjà se faire une idée par rapport à cette publication qui va être faite. Parce que bien évidemment, nous sommes des traders particuliers. Nous n'avons pas le temps de faire l'analyse économique approfondie, vraiment comme si on était analyste dans une grosse banque. On n'a pas ces temps-là. Mais à travers les prévisions et à travers les annonces, on a quand même les moyens de trouver ces informations. Donc on sait que par exemple, si par rapport aux prévisions, on avait des attentes positives, on va donc s'attendre à ce que les marchés aient déjà intégré cette information sur les graphiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les économistes ou les analystes s'attendent à ce qu'il y ait une annonce positive, ils vont déjà commencer à faire bouger les marchés dans les sens de leurs attentes. Si au contraire ils s'attendent à ce qu'il y ait un chiffre négatif,
Donc ils vont faire quoi? Ils vont commencer à faire bouger les marchés dans le sens baissier. Dans le sens baissier. Donc je prends ici un exemple. Je prends les stylets. Vous avez ici les annonces liées au PIB de la Grande-Bretagne. On a une prévision, donc c'est les PIB trimestriels en prévision. On a l'ancienne publication, on était à 1,3% de PIB, donc une croissance de 1,3%. Ici, on a une prévision qui est faite par rapport à la nouvelle publication qui va se faire. Une prévision de moins 1,6%. Donc, on aura un ralentissement, une décroissance de l'économie de moins 1,6%. Donc, les opérateurs prévoient, ils ont déjà cette prévision. Et alors, normalement, ils ont déjà intégré cette information dans le graphique, dans le sens où ils ont déjà commencé à se positionner, vu que l'information est négative par rapport à l'information précédente. Ils vont déjà commencer à se positionner à la baisse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment de la publication, les anticipations qu'on avait ici des moins 1,6% du PIB, au moment de la publication, on a moins 1,5%. Ça veut dire que l'information reste négative par rapport à la période précédente, mais par rapport aux prévisions, on a quand même une publication qui est positive par rapport à la prévision. Donc ici, on prévoyait moins 6%, mais au final, on a eu la publication officielle qui est de moins 5%. Donc, soit au moment de la publication, les intervenants vont se dire, bon, c'est vrai, c'est une information négative, mais c'est quand même moins pire que ce qu'on avait prévu. Et donc, à ce moment-là, ils vont faire bouger le marché à la hausse. Ou alors, ils vont se conforter dans l'idée que la prévision ici, catastrophique, ne change rien, même si ici on a une petite lueur positive par rapport au fait que la publication réelle est moins importante que ce qui avait été prévu. Donc vraiment faites attention par rapport aux anticipations, par rapport aux prévisions des économistes. Faites attention à ça parce que les marchés vont bouger en fonction de ce qui a été prévu, en fonction de ce qui a été fait précédemment. Et donc ici, dans le cas de la Grande-Bretagne, on voit bien que l'économie est en train de ralentir, les PIB, la croissance est en train de reculer. Pourquoi? Parce que au trimestre précédent, on était positif. Ici, on a eu une prévision par rapport au trimestre actuel qui était négative. Et lors de la publication, effectivement, l'information est négative. Donc faites attention à ça. Ici, la photo ici est tirée du site que l'on vous avait donné, pardon, dans le module précédent. Donc le site investing.com, l'information vient de là. Donc à nouveau, je vous invite à aller télécharger l'application sur votre GSM pour justement ne pas vous laisser surprendre comme ça par ce genre d'annonces. Et en plus ici vous voyez l'importance que l'on donne à cette publication. C'est coté 3 étoiles, ça veut dire que c'est une information qui a une haute importance. Donc ici vous avez la devise, ça concerne vraiment les livres sterling. C'est les genres d'informations qui vont faire bouger les livres sterling anglais, la livre sterling anglaise. Et alors vous avez l'heure de la publication, la devise, l'importance, l'événement, la situation actuelle, donc la publication réelle, la prévision, c'est ce que les gens prévoyaient, les économistes prévoyaient. Et ça, c'est ce qui avait été publié officiellement pour la période précédente. Chapitre 4, détecter les manipulations.
Donc, lors de la publication de ces informations, il y a énormément de manipulations. Les market makers, souvenez-vous, les market makers, ce sont donc les gens qui vont faire les marchés. Ils vont s'assurer que leurs clients vont avoir l'actif au meilleur prix pour les revendre au meilleur prix sur les marchés. Juste à titre de rappel. Donc, les market makers, de manière générale, vont initier un premier mouvement pour induire les non-initiés en erreur. Si le but est d'acheter, ils vont dans un premier temps faire chuter les prix pour avoir un bon prix et ensuite faire grimper les titres. Et vice versa, s'ils se préparent donc à vendre, ils vont faire grimper les prix pour vendre l'actif au plus haut niveau. Donc les brokers eux-mêmes, de leur côté, vont intentionnellement augmenter leur spread. Souvenez-vous, hein, on a parlé de ça, les brokers, les spreads, des notions que normalement maintenant vous avez intégrées. À ce moment précis, donc lors des publications, ils vont faire quoi? Ils vont augmenter les spreads. Si habituellement ils ont un spread qui est compris entre 1 et 1,5 points, des fois même ils vont doubler les spreads ou ils vont tripler les spreads. Pourquoi? Parce que tout simplement au moment des publications, il y a énormément d'ordres qui sont émises et donc les brokers ne savent pas directement passer les ordres sur le marché parce qu'il y en a énormément. Et donc à ce moment-là, ils vont faire monter les spreads pour justement s'assurer que les scalpers, les gens qui vont rentrer sur le marché juste pour avoir un point et sortir rapidement, ne vont pas les pigeonner. Donc il m'est déjà arrivé de voir passer un spread de 1.5 passer à 7.8 lors d'une conférence de presse de la BCE. Donc c'est vraiment une pratique qui est habituelle comme ça des brokers. Faites vraiment attention, soyez vigilants. Trader les annonces dès leur apparition n'est pas vraiment de la spéculation, mais du pur jeu de hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez l'information avant tout le monde, si vous êtes un initié, mais ça m'étonnerait parce que c'est vraiment les plus garnis, on va dire, qui ont accès, les plus riches qui ont accès à ce genre d'informations. Donc, soit vous avez l'information et vous savez exactement ce qui va se passer sur les marchés. Alors là, ça voudra dire que vous êtes trop fort. Ou alors, vous n'avez pas l'information, vous êtes un investisseur particulier, monsieur tout le monde, un homme lambda. Et alors, vous attendez justement ces premiers faux mouvements des brokers avant d'initier votre ordre. Donc, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, vous attendez que les brokers, les market makers ont fait les marchés. Les brokers ont passé tous les ordres et alors les spreads est revenu au niveau normal. Quand maintenant la tendance réelle après l'annonce va commencer à se créer, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de conditions plutôt normales pour commencer à trader et jouer sur cette tendance qui va créer la publication ou l'annonce. Alors, chapitre 5, suivre les initiés. Donc, pour trader en toute sérénité, suivez les initiés. Laissez les market makers initier les faux mouvements. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Attendez donc la deuxième vague de manière générale. C'est donc les vrais mouvements des initiés, la deuxième vague. Ils attendent que les market makers créent un marché favorable. Ils attendent d'obtenir les meilleurs prix pour rentrer. Et notre objectif est toujours de nous demander où sont les initiés et où sont les perdants. Donc les perdants, ce sont les gens qui vont rentrer comme ça à la va-vite. Lorsqu'ils vont voir les marchés, par exemple, chuter, les premiers faux mouvements initiés par les market makers, ils vont suivre à ce mouvement-là, ils vont se faire avoir. Et nous, on va rentrer juste après
quand les initiés vont vraiment mettre en place leur plan et quand ils vont vraiment exécuter leur plan qu'ils avaient prévu depuis les anticipations. Voilà qui est tout pour ces modules. On va conclure avec les mots de la fin. Donc c'est Jess Livermore, une citation de Jess Livermore qui nous dit: celui qui a raison a toujours des alliés à ses côtés, les conditions de base et tous ceux qui ont tort. C'est exactement la phrase qu'il fallait pour résumer ces modules par rapport à l'analyse fondamentale. Donc pour récapituler, vous avez les différentes annonces qui vont être faites et ces annonces vont avoir des répercussions sur les différents marchés. Vous avez des annonces qui vont vraiment faire bouger les marchés des indices. Vous avez des annonces qui vont vraiment faire bouger les marchés du forex et des commodities. Et vous avez les annonces et les publications qui vont vraiment faire bouger les marchés des actions. Donc bien évidemment, l'analyse fondamentale va vous permettre d'avoir la température de la santé économique d'une société ou d'un pays ou d'une zone économique dans laquelle vous voulez investir ou dans lesquelles vous voulez trader. Ces conditions de base vont vous permettre soit de confronter votre analyse graphique. Si c'est en adéquation avec votre analyse graphique, c'est tant mieux parce que ça voudrait dire que vous êtes dans les bons. Si au contraire il y a un décalage entre les deux, ben, suivez toujours les graphiques parce que comme je vous le disais, les initiés vont toujours cacher leurs intentions jusqu'au moment où leurs intentions vont être révélées par les graphiques parce que justement ils vont mettre en mouvement, ils vont initier un mouvement sur les marchés, même si ils essayent de nous cacher ça, à travers les graphiques c'est impossible. Donc les graphiques c'est vraiment la chose à privilégier par rapport à l'analyse fondamentale. Mais ceci dit, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut ignorer les fondamentaux. Bien au contraire, les fondamentaux ont toute leur importance. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est vraiment trouver l'équilibre entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. D'ici là, on va se retrouver la semaine prochaine. C'est fini pour ce deuxième module. La semaine prochaine, on va commencer donc le troisième module qui est l'analyse technique et ça va être un module qui va nous prendre énormément de temps parce que nous, notre dada, notre spécialité, c'est l'analyse graphique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, quand vous avez votre conférence en vidéo, quand vous avez votre entretien en vidéoconférence, n'hésitez pas à poser toutes les questions à votre formateur attitré. Et n'hésitez pas non plus à revoir la vidéo plusieurs fois s'il est faut, il n'y a pas de souci. Parce que comme vous le savez, à la fin de chaque module, vous avez donc des tests. Et donc si vous n'avez pas acquis les connaissances par rapport à ces modules, ben, lors du test, si vous ratez les tests, vous allez recommencer. Donc plutôt que d'attendre qu'on vous fasse revoir des forces entre guillemets la vidéo, revoyez vous-même la vidéo et commencez vraiment à vous habituer avec les jargons du monde de l'économie, avec les jargons du monde de la finance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre capital et on se dit à la semaine prochaine les amis. Ciao.